Bonsoir à tous, je suis Olivier Guéraud, je suis juriste pour l'association de consommateurs, la CLCV. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire Ne vous faites plus piéger que nous vous proposons avec cybermalveillance.gouv.fr. C'est la quatrième année qu'on a le plaisir de vous proposer ce webinaire avec cybermalveillance.gouv.fr. Cette année, c'est Monsieur Denis Boyer, qui est chargé de mission de sensibilisation aux risques cyber, qui va vous détailler les principales menaces présentes sur Internet. Alors, en bas de votre écran, vous avez une petite rubrique qui s'appelle Q et R. Il ne faut pas utiliser de chat qui est désactivé, mais via la rubrique Q et R, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions et nous répondrons évidemment au maximum des questions que vous pourrez nous poser. Alors, un simple petit bémol, on n'est absolument pas habilité à citer les marques. Par exemple, on ne sera pas capable de vous dire que l'antivirus X est meilleur que l'antivirus Y. Ça, c'est pas possible. Mais vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez avec grand plaisir et on va essayer de vous éclairer le plus possible sur les risques cyber qui sont malheureusement de plus en plus d'actualité. Monsieur Boyer, c'est à vous. Bonjour à tous et à tous. Déjà, tout d'abord, merci à Olivier, à Cathy, à Maguette pour cette invitation. Et effectivement, c'est la quatrième fois et nous sommes très heureux toujours d'intervenir avec vous. Je vois que vous êtes nombreux, donc comme le disait Olivier, n'hésitez pas à poser des questions. Nous prendrons d'y répondre. Et concernant les slides, ne vous inquiétez pas. Olivier, à la présentation, il pourra vous les diffuser de manière à ce que vous puissiez vous concentrer sur cette présentation. Monsieur Boyer, juste sur ça, vous avez bien raison, je l'avais oublié. Je vous donne l'adresse email à utiliser, c'est très simple, c'est CLCV, donc comme ce que vous avez sur l'écran, clcv.org, O-R-G. Voilà, une simple demande du support, on vous répondra en retour, il n'y a aucun problème. Et vous aurez en bonus un numéro qu'on avait publié l'année dernière en version électronique sur les risques cyber. Monsieur Boyer, je ne vous interromps plus, c'est à vous. Ça marche. Voilà, donc tout d'abord pour me présenter. Pour ma part, donc, je suis chargé de mission sensibilisation. Mon métier, c'est d'apporter un peu la bonne parole, d'expliquer quelles sont les menaces et quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir s'en protéger. Elles sont vraiment nombreuses. Cybermalveillance.gouv.fr, nous avons été créés il y a 8 ans, incubés au sein de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est un peu notre grand frère ou notre grande sœur. Nous avons été créés pour répondre à trois publics auxquels assez peu de gens s'adressaient, que sont le grand public, que sont les TPE, les PME, ainsi que les collectivités territoriales. Donc vous voyez, on a un public qui est vraiment très large. Et nous avons trois missions. Une première mission qui est une mission d'assistance. On est là pour aider toute victime de cybermalveillance. Deuxième mission, une mission d'information et de sensibilisation. Et c'est vraiment le cœur même de mon métier. Et voilà, c'est de parler de manière simple, de manière pratique et non technique de choses qui parfois peuvent sembler complexes. Une troisième mission, une mission d'observation et d'anticipation. Alors cette mission d'observation, elle repose sur les chiffres que vous avez en bas à droite. Vous savez, dans les présentations, il y a toujours énormément de chiffres. On va en avoir quelques-uns, pas trop sur l'ensemble de la présentation, mais ces chiffres, ça permet d'avoir des marqueurs et de savoir de quoi on parle. Cybermalveillance.gouv.fr, en 2024, c'était 5 400 000 visiteurs uniques qui sont venus sur notre plateforme. Alors souvent, les gens sont venus parce qu'ils ont posé une question à leur moteur de recherche préféré et ils sont tombés sur l'un de nos nombreux contenus. Nous publions chaque année énormément de contenu, mais j'y reviendrai. Deuxième chiffre, 420 000. 420 000, c'est le nombre de demandes d'assistance que nous avons reçues en 2024. Tout public confondu, donc grand public, TPE, PME et collectivités territoriales. Alors si nous ne savons pas tout ce qui se passe sur Internet, en tout cas, nous avons une idée relativement fine des menaces qui impactent le plus l'ensemble des publics. Et enfin, nous avons un dispositif, nous sommes ce qu'on appelle un groupement d'intérêt public, donc nous avons la capacité et la possibilité de permettre à tout le monde d'être aidé par des professionnels de type prestataire référencé ou expert cyber dans le monde professionnel. Ceci étant dit, Cybermalveillance, c'est un collectif qui est vraiment large. CLCV fait partie de nos membres. En fait, cybermalveillance.gouv.fr, c'est 64 entités qui sont engagées pour lutter contre les cybermalveillances. Et vous voyez sur cette diapositive, vous avez d'un côté à gauche les acteurs étatiques, les grands ministères régaliens, et à droite, tous ceux qui nous ont fait confiance et qui nous ont rejoints en tant que membres. Et CLCV est sur la troisième ligne, et nous sommes très contents de compter CLCV parmi nos membres. À chaque fois, l'ensemble de ces partenaires
contribuent par le biais de groupes de travail, par le biais d'actions ciblées, à faire les contenus, à faire les actions pour pouvoir permettre quoi? Eh bien, tout simplement d'avoir moins de victimes dans le cyberespace. Alors, je vous parlais de 420 000 demandes d'assistance. Eh bien, 420 000 demandes d'assistance, là, je vais me concentrer uniquement sur ce qui vous touche, vous, au quotidien, c'est-à-dire donc le grand public, et je vais me concentrer sur 5 cybermalveillances. Nous, on catégorise toutes les cybermalveillances en 51 catégories, qui vont du spam, vous savez, tous ces messages non sollicités, souvent des démarches publicitaires, jusqu'au rançon logiciel. Et entre les deux, nous avons 51 nuances de gris. Alors, je ne vais pas toutes les aborder, mais je vais vraiment me concentrer sur les 5 premières qui peuvent vous toucher dans votre quotidien. La première des menaces, c'est l'hameçonnage. L'hameçonnage qu'on appelle également phishing, le terme anglais. Alors nous, on utilise le terme français, hein, qui a été validé, qui est également utilisé par l'ANSSI. Mais phishing, c'est pas du phishing, c'est phishing, PH, comme password harvesting, donc la moisson de mots de passe, et c'est une contraction avec le terme anglais to fish, aller à la pêche. Ici, l'objectif des escrocs, c'est de récupérer des couples identifiants mots de passe, ceux que vous allez saisir notamment pour accéder à votre boîte mail. Et comment ils le font? Eh bien, ils vous envoient un hameçon par mail, par SMS, en vous donnant envie de cliquer sur un lien. Et quand vous cliquez sur ce lien, vous avez sur une page qui est parfaitement imitée de la personne, enfin de l'entité qui se présente comme étant, par exemple, votre banque, un site marchand ou d'autres choses. Si vous saisissez votre identifiant et votre mot de passe, il ne va rien se passer. On va vous dire qu'il y a un problème d'authentification. Et ensuite, vous allez ressaisir une deuxième fois et vous allez arriver sur la page. Que s'est-il passé? Entre le moment où vous avez cliqué, au moment où vous avez saisi la première fois identifiant mot de passe, eh bien là, l'escroc a récupéré votre identifiant et votre mot de passe. Puis, il vous a redirigé vers la vraie page. Donc, vous vous êtes dit que vous êtes peut-être trompé de mot de passe, mais lui, il a capté votre mot de passe. Et ça, il va pouvoir l'utiliser à des fins, bien sûr, cybercriminelles. Et notamment, la deuxième cybermalveillance, le piratage de compte. Le piratage de compte, c'est la conséquence souvent immédiate d'un hameçonnage. Et le piratage de compte, eh bien, les escrocs, eux, ils vont s'intéresser à des choses qui vont leur permettre de faire de l'argent. Car souvent, c'est vraiment la première des motivations des escrocs. Faire de l'argent avec vos données et en regardant ce que l'on peut faire avec votre compte. Le premier, je vous le disais, traditionnellement, c'était le compte bancaire. Mais il y a eu beaucoup de sécurités qui ont été mises, et notamment lorsque vous faites des achats en ligne, à part sur un grand site marchand, vous recevez un code temporaire par SMS. Donc c'est une deuxième voie d'authentification. Eh bien, nos escrocs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont intéressés au mail. Dans votre messagerie, moi y compris, on a souvent tendance à garder beaucoup de choses et beaucoup trop de choses. Eh bien, un escroc qui arrive à mettre la main grâce à des identifiants qu'il aurait pu récupérer à votre préjudice, il va regarder tout ce qui a été envoyé, ce qui a été reçu, et il va essayer d'en faire de l'argent. Imaginons par exemple que dans le cadre d'un dossier logement, vous ayez envoyé une pièce d'identité. Eh bien là, dans ces cas-là, il va regarder, récupérer cette pièce d'identité et peut-être ouvrir un crédit à votre nom. Donc vous voyez, les conséquences peuvent vraiment être très importantes. Donc là, le compte bancaire, qui était vraiment l'objet de prédation, maintenant c'est vraiment devenu le mail, voire les réseaux sociaux. Donc vous avez bien compris, hameçonnage, piratage. Le troisième, c'est le faux support technique. Le faux support technique, ce sont toutes ces petites fenêtres qui peuvent apparaître lorsque vous êtes en train de surfer et qui vous disent votre ordinateur, il n'est pas à jour ou votre ordinateur a été victime d'un virus, appelez le numéro de support de Microsoft. Et là, vous allez tomber en face d'un escroc. Alors, vous inquiétez pas, là, je vous en parle de manière un peu sommaire, mais on va rentrer un petit peu plus en profondeur et détailler l'ensemble de ces termes, histoire qu'ils soient bien compris et vous donner aussi des pistes pour pouvoir vous protéger. C'est quand même l'objet de ce webinaire. Quatrième cybermalveillance, la violation de données. Et vous voyez, je l'ai encadré, plus 82%. Plus 82%, c'est la volumétrie entre 2023 et 2024. La violation de données en soi, c'est pas une cybermalveillance. C'est plutôt le résultat d'un piratage, notamment d'un grand site marchand ou d'un site sur lequel il y avait vos données. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, mail et parfois aussi des coordonnées bancaires de type IBAN. Eh bien ça, en fait, ce n'est pas vous qui êtes à l'origine, c'est pas parce que vous avez eu un mauvais comportement, c'est un site qui n'a pas été suffisamment sécurisé. Et ça, si vous vous souvenez bien, en 2024,
on a commencé l'année avec le piratage massif de France Travail. Et on a fini l'année avec l'opérateur Free. Donc on se retrouve avec plein de données qui seront dans la nature, des noms, des prénoms, et si on peut changer de mail, en tout cas on ne change pas d'identité. Ces données-là, en premier lieu, sont utilisées par les escrocs pour faire quoi? Eh bien pour notamment faire des hameçonnages ciblés. Le mail, ce sera plus un mail générique. Vous allez voir bonjour madame, monsieur, prénom, point nom. Vous avez eu par exemple un débit frauduleux de telle somme. On marque votre adresse, on marque votre IBAN qui seront là, effectivement, qui sont les vrais. Tout ça pour vous donner envie de cliquer ou besoin de cliquer sur le lien pour vous dire ben non, je comprends pas, je dois agir très très vite. Alors vous inquiétez pas, on va revenir un peu, on va détailler les ressorts psychologiques. Qu'est-ce qui fait que l'on clique sur ces liens et comment on peut se faire piéger et surtout comment ne pas se faire piéger en ne cliquant pas. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont les programmes malveillants. Donc là, on va parler de virus, malware, trojan, tout ça. En gros, ce sont tous ces programmes informatiques qui sont là pour notamment souvent récupérer des traces de votre surf, des identifiants, des mots de passe, pour pouvoir effectivement faire des piratages. Alors ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, avant même Internet, hein, les virus. Ça existait depuis ce temps-là. Souvent, on avait des virus qui étaient là pour détruire, mais on en voit de moins en moins qui sont là pour détruire. On en voit de plus en plus, par contre, qui sont là pour capter vos identifiants et vos mots de passe. Alors, vous voyez, là, on est vraiment topé, on a vraiment vu le top 5 de ces cybermalveillances. Alors maintenant, justement, on va réaborder ces cybermalveillances et n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions-réponses. À la fin de cette partie, on prendra tout le temps nécessaire pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, je vous parlais de l'hameçonnage. L'hameçonnage, alors des fois, plutôt que des longs discours, c'est bien d'avoir un exemple. Là, je vous en ai mis un. Un hameçonnage envoyé par SMS. Parce que l'hameçonnage, traditionnellement, ça se faisait par mail. Mais maintenant, bah, on est tous beaucoup sur nos smartphones et les escrocs l'ont compris. Et on a vu notamment une grosse progression de l'hameçonnage par SMS. On appelle ça smishing. SMS, phishing, une contraction encore. Donc moi, je préfère dire hameçonnage par SMS. Mais vous voyez ce message que vous voyez à l'écran. Pour continuer à consulter vos comptes en ligne, merci de réactiver votre clé digitale en suivant les étapes ci-dessous. Et vous avez une adresse marquée compte-bnpparibas.com/client/login.php. Eh bien, le nom de domaine compte-bnpparibas.com n'appartient pas à cette banque. Donc, vous voyez, là, on a des escrocs qui ont essayé de piéger les gens en les faisant cliquer en se disant, bah oui, tout d'un coup, si je ne clique pas, je ne vais plus pouvoir accéder à mes services en ligne. Donc ça, c'est justement l'un des moteurs souvent utilisés par les escrocs pour pouvoir faire cliquer leurs potentielles victimes. Alors ça, c'en est un parmi tant d'autres. Et vous avez tous reçu des messages d'arnaque comme ça. Si on avait un onglet, par exemple, de questionnement en ligne, demandant qui parmi vous a reçu par SMS un message disant qu'il avait un colis trop gros pour entrer dans sa boîte aux lettres, eh bien vous feriez comme moi, vous leveriez votre main parce que vous l'avez tous reçu quasiment. Ou alors tout d'un coup, vous avez reçu un SMS vous disant que vous aviez eu une contravention et qu'il fallait cliquer sur le lien pour pouvoir la payer avant d'avoir l'amende majorée. Donc vous voyez, tout cela, eh bien c'est quelque chose que qu'on reçoit énormément, tout le temps, par SMS, par mail. Alors bon, le phishing en soi, l'hameçonnage, eh ben c'est pas une fatalité. Si on a le bon comportement, ben normalement on devrait passer à côté et ne pas se faire piéger. La première chose, et vous l'avez compris, hein, c'est la première ligne de cette slide, on doit se méfier des messages alarmistes. Dès qu'on vous dit vous devez agir vite, il y a un gros danger, cliquez ici, c'est que derrière, on doit y réfléchir à deux fois. On doit se poser et on doit réfléchir avant de cliquer. Même chose pour quelque chose qui vous donne envie en disant ah tiens, mais si je clique là, je risque de gagner un concours, faut vite que je me dépêche parce que c'est une grosse opportunité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on voit de manière très très commune. En tout cas, si on reçoit ces messages, il ne faut pas paniquer. La première des choses, c'est qu'on ne clique pas. Et si jamais on a un doute, ben on n'est pas obligé de cliquer, on peut en parler autour de soi. On ne doit pas rester tout seul par rapport à ça. Troisième chose, on vérifie la cohérence. Je vous parlais tout à l'heure de cette adresse qu'on appelle URL, hein, le nom de domaine. Eh bien, il ne faut pas hésiter à vérifier en ligne avec le nom de domaine.
Et souvent, vous avez des internautes qui vont publier en disant « Ah ben attention, il y a une arnaque qui a eu lieu, ce nom de domaine-là, non, c'est un domaine d'arnaque. » Et vous pouvez faire la même chose par rapport à des numéros de téléphone qui vous solliciteraient. Des fois, on ne connaît pas le numéro de téléphone, et ben on peut vérifier en ligne si c'est quelque chose qui est lié à une escroquerie. Et si jamais vous avez cliqué, eh bien c'est pas bien grave. Internet ne va pas détruire ni votre mobile, ni votre ordinateur. La première des choses que l'on doit faire dans ces cas-là, c'est de fermer la page et surtout de ne pas entrer des identifiants ou des mots de passe. Toute donnée qui vous est personnelle, toute donnée sensible, si jamais vous l'entrez, là elle sera collectée en direct. Mais si jamais vous avez cliqué, eh ben c'est pas bien grave en soi. Et enfin, et ça c'est quelque chose qui est aussi très très important, eh bien on doit pouvoir aussi le signaler. Alors il existe différentes choses, différents dispositifs. On a 33700 qui est un numéro qui est gratuit, qui est aussi accessible en ligne avec sur 33700.fr, qui permet de signaler des SMS frauduleux. Si vous le faites depuis votre téléphone, vous transférez votre message à 33700 et ensuite il vous renverra une petite interrogation sur quel est le numéro qui vous l'a envoyé, quelle heure, quelle date. Vous pouvez même maintenant en ligne faire des captures d'écran directement les envoyer. Signal spam également est une voie qui est intéressante. Par contre, la seule chose que je dirais au niveau signal spam, c'est qu'avant de pouvoir signaler, il faut créer un compte. Une fois que vous l'avez fait une fois, eh bien vous êtes débarrassé. Donc vous avez bien compris, l'hameçonnage, ce qui est important, c'est que on ne doit surtout pas réagir trop vite. Et souvent, on a tendance à vouloir réagir trop vite. Parce que quand on est dans un métro, par exemple, c'est de faire les choses qu'on ne veut pas prendre le temps de faire chez soi. Donc on le fait, par exemple, entre deux rames, entre deux trajets. Donc voilà, c'est vraiment important d'y réfléchir à deux fois avant de cliquer trop vite. Donc là, on est sur cette première cybermalveillance. Et je vous disais, le corollaire de cette cybermalveillance, c'est le piratage de compte. Alors là, je vous ai mis l'exemple de quelqu'un, d'une horticultrice, qui s'est fait pirater sa boîte mail. Et les malfaiteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont regardé les mails émis, les mails reçus, et ils ont vu qu'il y avait une facture qui était en paiement. Eh bien, ils ont repris l'échange de messages qu'il y avait eu avec le professionnel, en me disant, au fait, pour telle facture, voici mon nouveau relevé d'identité bancaire pour le paiement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la personne qui a reçu ce mail s'est dit, ça provient bien de l'horticultrice, elle a un nouveau RIB, très bien, je vais payer la facture sur ce RIB. Et elle s'est fait arnaquer de 26 000 euros. Donc voilà, on a des escrocs, ils vont regarder. Souvent, ils vont par exemple sur une boîte mail regarder l'ensemble des correspondants que vous pouvez avoir. Une des arnaques consiste par exemple à faire le mail du proche en détresse et d'envoyer un mail à l'ensemble de vos contacts en disant je suis en déplacement à l'étranger, j'ai perdu mon passeport, j'ai vraiment besoin de toi pour faire les différentes démarches. Tu peux m'envoyer une carte PCS que tu trouveras chez le buraliste pour que je puisse faire les démarches. Ça, c'est une arnaque qui est très commune. Dès que vous entendez quelqu'un qui vous dit envoyez pour un paiement une carte PCS, ce sont des cartes prépayées que vous pouvez acheter dans les bureaux de tabac, ça, c'est une arnaque. Dès que vous entendez PCS, dès que vous envoyez envoi d'argent par Western Union, tout ce genre de choses, ce sont des arnaques. Ça, c'est une première manière pour les escrocs d'utiliser un compte piraté et pour pouvoir escroquer. Donc, vous voyez, le mail, c'est un endroit où on a énormément de choses. Donc, moi, je vous conseille, quand vous avez des mails qui datent de plus de 5 ans, c'est que ce sont des mails que vous n'utilisez pas. Donc, n'hésitez pas, des fois, à faire un peu de ménage dans vos mails. Ce n'est pas la peine de garder tout cela. On n'en a pas forcément besoin. Et bien sûr, pour éviter ce genre de piratage, eh bien, on doit respecter un certain nombre de choses. Alors, j'y reviendrai aussi un peu plus tard. Je ferai une petite piqûre de rappel. Mais on doit sécuriser ses comptes sensibles. Donc, vous l'avez compris, le mail, les réseaux sociaux également. Nous, on a vu beaucoup de choses, et notamment en 2024, une augmentation de piratage des réseaux sociaux, où là, les escrocs essaient de se faire passer pour vous et essayent d'escroquer des gens qui sont dans votre environnement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. La première réflexe que l'on doit avoir, c'est mettre de la sécurité sur son mail. Sur mail, on doit avoir un mot de passe qui est unique, complexe, personnel. On peut utiliser par exemple un gestionnaire de mots de passe, mais vous inquiétez pas, on en reparlera. Mais le mail doit vraiment avoir un mot de passe unique.
Si jamais vous utilisez le même mot de passe sur votre mail et sur d'autres comptes, si un de vos comptes venait à se faire pirater et que votre mot de passe était dans la nature, les escrocs essaieraient de se connecter en votre lieu et place en utilisant votre compte mail, donc souvent prénom, point nom, arrobas, mailer très connu, et en réessayant votre mot de passe. C'est ce qu'on appelle le reuse the pass, la réutilisation de mot de passe. Donc pour cela, surtout, mettez de la sécurité sur votre mail avec un mot de passe unique complexe. Même chose, la plupart des mailers et les mailers grand public permettent d'avoir une double authentification. Eh bien, si vous pouvez activer la double authentification, eh bien, n'hésitez pas. C'est vraiment quelque chose qui est important. Comment sont traités les SMS? Je prends une petite question à la volée. Comment sont traités les SMS de phishing que l'on transmet au 33700? Alors, tout simplement, 33700, en fait, c'est une association entre les différents opérateurs historiques. Donc vous allez retrouver Orange, Bouygues, vous allez retrouver SFR. Et en fait, c'est un espèce de consortium où ils récupèrent les signalements. Et la première des actions qu'ils vont faire, c'est essayer de faire désactiver les noms de domaine qu'il y aurait dans les messages. Et après, quand ils ont un numéro de téléphone qui est souvent signalé, ils vont essayer de le désactiver. Donc voilà, quand on fait un signalement, et c'est souvent une des questions qu'on me pose, mais qu'est-ce qu'il en devient? Eh bien, c'est difficile en fait de dire à à chacune des personnes que le signalement va avoir des conséquences. En tout cas, ils sont bien pris en compte et de manière très large, et c'est une très très belle base de signalement justement pour désactiver les choses. Quel gestionnaire de mot de passe conseillez-vous? Ça, j'y répondrai un petit peu plus tard. Je fais un petit peu de teasing sur les prochaines slides. On va passer à la cybermalveillance suivante. Je voulais vous parler du faux support technique. Alors, le faux support technique, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ça existe, nous on l'a vu depuis très très longtemps. Vous avez un exemple sur la partie droite. Ça, par exemple, c'est une capture d'écran d'une vraie arnaque. Quelqu'un qui est en train de surfer et tout d'un coup, on lui dit que l'accès à ce système a été bloqué pour des raisons de sécurité. Appelez l'assistance Windows au 0970 444 et on a grisé les 3 derniers digits. Ça, c'est un vrai message. Eh bien ça n'arrive pas dans la vraie vie. Jamais vous n'aurez de message de Microsoft vous disant d'appeler une hotline parce que votre ordinateur est bloqué. Et si jamais vous appelez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir un opérateur ou une opératrice en ligne, quelqu'un de très gentil, qui va vous expliquer comment sécuriser votre ordinateur. Il va vous faire faire des manips, il ou elle va vous faire faire des manips, vous faire installer un logiciel de prise à distance, et là, vous allez ouvrir votre ordinateur à quelqu'un en ligne, à un escroc, qui va en profiter pour installer peut-être un malware, pour collecter des mots de passe, pour regarder ce que vous avez sur votre ordinateur, et à la fin, il va vous dire qu'il a sécurisé l'ordinateur, et il va vous envoyer quoi? Eh bien, une petite facture à payer pour le dépannage. Donc ça, c'est une arnaque, hein, une escroquerie qui fait énormément de dégâts. Et nous, chez cybermalveillance.gouv.fr, on a vu pas mal de cas qui se recoupaient et il y a eu des procédures judiciaires qui ont été initiées auprès de J3, donc c'est le parquet cyber qui est à Paris et qui a notamment fait tomber tout un réseau comme ça d'escrocs au faux support technique. Donc si jamais vous voyez un message vous demandant de rappeler un numéro, eh bien on ne le fait pas. On ferme la fenêtre de fausse alerte et si jamais on a ce message qui réapparaît, souvent il faut vider le navigateur. Alors je ne vais pas vous expliquer comment faire, mais c'est le genre de chose qui arrive qui est dans les paramètres de votre navigateur. Souvent il suffit de vider le cache et si on a besoin peut-être de redémarrer l'ordinateur, et vous ne serez plus embêté avec ces messages. Mais ce sont souvent les mêmes messages, hein. On vous dit votre ordinateur a été infecté, cliquez ici, accédez ceci, appelez tel numéro. Voilà, tout ça, ce sont les messages, ce qu'on appelle des scareware. On essaye de vous faire peur, soit pour appeler un numéro, soit pour installer un logiciel. Donc voilà, vous avez bien compris, donner la main à son ordinateur à distance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, non, ça se fait pas. Moi, ma mère me donne la main à distance sur son ordinateur parce que j'ai un outil, je sais faire, je suis un peu tech de ce côté-là, et ça, c'est normal. Mais vous, surtout, ne faites jamais cela. Et si jamais, à un moment, vous êtes fait avoir, eh bien, il faut tout de suite bloquer tout ce qui est moyen de paiement pour éviter d'être débité et d'être débité encore plus d'argent et faire sécuriser votre ordinateur. Ça, c'est une escroquerie qui fonctionne beaucoup sur toute la catégorie senior. On voit énormément de seniors se faire avoir
avec cette escroquerie. Une escroquerie qui n'est pas dans le top 5, mais elle est dans le top 10. Et je voulais vous en parler, c'est l'escroquerie au faux conseiller bancaire. L'escroquerie au faux conseiller bancaire, vous avez un exemple. L'exemple, ça peut être par exemple un SMS vous disant que vous avez une transaction en cours et que vous devez saisir un code ou contacter le centre d'opposition. Ça, c'est une escroquerie. Qui repose sur quoi? Qui repose sur la peur. Qui vous donne un numéro de code qui ne sert à rien, mais qui vous dit que vous allez avoir 900 € qui vont vous être prélevés. Effectivement, quand on reçoit ce genre de message, eh bien, on a envie de rappeler le numéro. Eh bien, c'est un moyen pour les escrocs de vous forcer la main et vous faire téléphoner un numéro, ou même chose, vous aurez quelqu'un qui va avoir le bon langage, qui va vous dire que il ou elle fait partie du centre de répression des fraudes de votre banque. Il va vous dire, monsieur, madame Intel, oui, d'accord, votre numéro de compte, vous êtes bien domicilié à tel endroit. Il va vous donner des éléments qui vont vous mettre en confiance. Et à la fin, le but va être de vous faire valider un paiement. On va vous dire, alors attendez, cette somme, vous inquiétez pas, nous l'avons bloquée. Alors, vous allez recevoir un code de sécurité pour récupérer cette somme sur votre compte bancaire. Vous avez bien votre clé digitale, vous avez votre téléphone. Ah, vous n'avez pas la clé digitale. Je vais vous envoyer un code de sécurité par SMS. Là, vous allez recevoir un SMS avec le même montant et on va vous dire, est-ce que vous pouvez me donner ce code? Très bien, je le saisis tout de suite. L'argent va être sécurisé et sous 48 heures, il va être remis sur votre compte bancaire. Si jamais vous faites ça, vous donnez à un escroc, il va faire une transaction en ligne et vous allez lui donner le code de sécurité pour valider cette transaction. Et ça, c'est une arnaque qui a énormément bien marché en 2024. Nous, on a vu une augmentation massive des conseillers bancaires et ça, c'est quelque chose pour lequel on peut se défendre très simplement. Comment on fait pour se défendre? Eh bien, tout simplement, quand on reçoit ce genre de message, eh bien, on n'appelle pas le numéro et on appelle la banque avec le numéro que l'on a. C'est également valable si jamais quelqu'un vous téléphone en vous disant bonjour, vous êtes madame Untel, monsieur Untel, vous avez eu une escroquerie, eh bien vous dites ah bon, très bien, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous rappelle. Et là, on raccroche et on appelle sa banque pour vérifier. C'est la première des sécurités. Un conseiller bancaire ne vous en voudra jamais d'être suffisamment méfiant et de mettre fin à un appel pour le rappeler. Ça, il ne vous posera jamais aucun problème. Il faut vraiment s'assurer de l'identité. Même chose, un conseiller bancaire ou une conseillère bancaire ne vous demandera jamais d'informations, de code. Si jamais il a besoin de remettre de l'argent sur votre compte ou de bloquer un paiement, il n'a pas besoin de vous. Il peut le faire de lui-même. Il n'a pas besoin d'une manœuvre avec un code qui vous serait transféré par SMS, par mail ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc vous avez compris, le conseiller bancaire, quelqu'un qui se présente comme étant votre banquier pour une manœuvre frauduleuse ou un SMS comme celui que vous avez sur cette slide, eh bien non, on ne rappelle pas. Si on veut vérifier, on appelle directement sa banque. Autre chose, donc je vous avais parlé de tout ce qui était compte bancaire. On se rend bien compte que quelqu'un qui se fait pirater son mail et qui se retrouve avec sa pièce d'identité dans la nature, eh bien il peut y avoir une usurpation d'identité. Donc là, si jamais vous vous rendez compte que vous êtes victime d'une usurpation d'identité, la première des choses à faire, c'est de prévenir votre banque. Ça, c'est indispensable. Et surtout, de faire annuler votre carte d'identité. Ça se fait très simplement au niveau de la mairie. On vous demandera probablement un dépôt de plainte et on va faire annuler la pièce d'identité. Le principe étant qu'une pièce d'identité qui est annulée, on va vous redélivrer une pièce d'identité, mais au moins l'ancienne pièce d'identité, si jamais elle se présente, notamment pour une ouverture de compte, pour un prêt ou ce genre de choses, elle sera marquée comme ayant été utilisée dans un cadre d'escroquerie. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Et si jamais, parce que souvent la première fois quand on est victime d'une usurpation d'identité, ça va être un processus qui est long et fastidieux, eh bien on va tout noter, on va tenir une main courante de l'ensemble des choses que l'on a fait, et si jamais il y a une deuxième dossier qui se présente, eh bien c'est simple, vous pourrez reproduire l'ensemble des pièces que vous avez données pour montrer que vous n'étiez pas à l'origine de cette ouverture de crédit. Donc vous vous souvenez, usurpation d'identité égale
on bloque la pièce d'identité et on s'en fait délivrer une nouvelle. Alors vous inquiétez pas, pour éviter ce genre de problème, je vous donnerai même chose un petit peu plus tard dans cette présentation, des éléments pour avoir les bons réflexes et notamment dans l'usage des pièces d'identité qu'on pourrait vous demander dans le cas d'une ouverture de crédit ou d'un dossier logement. Donc vous voyez, là on va pouvoir maintenant un peu respirer et je vais prendre un certain nombre de questions que Olivier aurait pu récupérer. Oui, merci, monsieur Boyer. Alors déjà, j'ai répondu par erreur à quelques personnes que l'intervention n'était pas enregistrée. Je me suis trompé, elle l'est, hein. Elle va être disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, toutes mes excuses pour avoir donné cette information qui n'était pas bonne. Il y a des gens qui voudraient revenir sur le phishing. Alors, le phishing, c'est extrêmement classique, mais le phishing, c'est extrêmement présent. On me dit, comment on fait pour reconnaître qu'on est face à un phishing? Parce qu'avant, il y a quelques années, on disait, oui, c'est facile, le phishing, c'est plein de fautes. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. C'est même très, très bien limité. Et puis, il y a même quelqu'un qui me disait, mais ça, vous y avez répondu, mais peut-être on pourrait revenir dessus. Comment on fait? Déjà, comment on reconnaît que c'est un phishing? Et comment on fait face à un phishing qui a mes noms et prénoms? C'est quelque chose qui est compliqué. Vous voyez, par exemple, quand je reçois un phishing, moi, longtemps, j'ai cru que l'adresse de celui qui vous écrivait était un bon indicateur. Vous savez, vous avez le fameux n'importe quelle adresse, vous avez un arrobase et après vous avez un nom de domaine. Et le nom de domaine, normalement, vous ne le modifiez pas. C'est-à-dire, si c'est la banque X qui m'écrit et que j'ai un nom de domaine qui n'a rien à voir avec la banque, c'est pas eux. Est-ce que ça marche toujours, ça? Comment on fait pour reconnaître un phishing? Alors c'est une très très bonne question et c'est important effectivement qu'on y revienne. Comme vous l'avez dit, Olivier, il y a une chose qui est très vraie. Avant, et même encore dans certaines présentations que je vois, les gens vous disent, oui, mais souvent, si vous voyez des fautes d'orthographe, non, ça maintenant, vous avez des choses qui sont parfaitement propres, il n'y a plus de fautes d'orthographe, et on peut même se dire que s'il y a des fautes d'orthographe, c'est probablement un vrai message. Donc vous voyez, on a vraiment de, de, de montage. Donc ça, la faute d'orthographe ne suffit pas. Effectivement, le nom de domaine, on a la plupart encore des hameçonnages, on a des noms de domaine qui sont des noms de domaine qui sont complètement fantaisistes. Donc ça, c'est un bon indicateur. Même chose, le problème, c'est que quand on est sur un téléphone, souvent, il est très difficile de voir quel est le nom de l'émetteur. Il faut vraiment avoir cette habitude de regarder quel est le nom de l'expéditeur et d'aller jusqu'au bout. Parce que souvent, ils ont des noms très très à rallonge en se disant que sur l'écran, ça va dépasser. Et vous avez le début de l'adresse qui correspondrait à quelque chose qui ressemble. Genre, tout à l'heure, je parlais de la banque BNP Paribas, genre bnpparibas.com attestation bénéficiaire quelque chose .org et ça va loin. Et en fait, ça ne correspond pas au nom de domaine. Donc ça, il faut vraiment se méfier. Quand on a l'habitude, on peut vraiment en voir beaucoup. Maintenant, ce qui est important, c'est que quand on a un message qui vous informe d'une escroquerie, d'un problème ou ce genre de choses-là, le principe, c'est surtout de ne pas cliquer sur le lien. Le but de l'hameçonnage, c'est de vous faire cliquer sur un lien ou d'ouvrir une pièce jointe. Eh bien, on ne clique pas sur le lien. Si c'est un mail qui semble provenir de votre banque, vous allez aller sur votre portail bancaire ou appeler votre conseiller. C'est vraiment la chose à faire. Cliquez sur un lien, vous n'êtes jamais sûr de l'endroit où vous allez aller. Si jamais vous cliquez, et vous allez voir souvent, vous allez avoir des noms de domaine qui vont ressembler. Mais souvent, on clique très très vite et on ne fait pas attention. Donc non. Dès que vous avez un lien à l'intérieur, on ne clique pas dessus, on va directement sur le portail avec son identifiant et son mot de passe comme on a l'habitude de faire. Donc, si je vous suis, Monsieur Boyer, quand on clique sur le lien, on est redirigé vers un faux site, ce dont vous nous avez parlé tout à l'heure, une copie pirate de votre vrai site pour vous voler vos données, voilà. Mais la pièce jointe, pourquoi faut pas cliquer sur la pièce jointe? Quel est le problème avec la pièce jointe? Alors la pièce jointe, on va avoir plusieurs types de pièces jointes. Il faut savoir que les pièces jointes, quand c'est une image, quelque chose qui finit par JPEG, JPEG, des choses comme ça, des images, ce ne sera pas trop un problème. Mais souvent, dans les pièces jointes, vous pouvez avoir des fichiers qui ont une certaine activité et qui sont plus que des documents. Et je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est le fichier Word, le docx ou le XLX. Le fichier, quand on l'ouvre, dedans, il peut comporter des petits programmes qu'on appelle des macros.
qui peuvent s'exécuter et qui sont des contenus actifs. Alors normalement, Word, Excel devrait vous dire qu'il y a des macros, est-ce que vous voulez vraiment les ouvrir? Mais des fois, quand on a un ordinateur qui n'est pas suffisamment bien paramétré ou qu'on a ouvert l'exécution de tout ce qui est macro, eh bien on peut exécuter des choses en tâche de fond sur un fichier Word ou sur un fichier Excel. Et un autre type sur lequel il faut être très vigilant, ce sont les PDF. Souvent, on a tendance à se dire que les PDF, ce sont juste des documents qui ont été scannés. Eh bien, un PDF, c'est beaucoup plus que ça. Dedans, vous pouvez embarquer des fonctions de connexion à un site distant. Et c'est souvent des choses qui sont utilisées pour faire des infections. Alors attention, il faut raison garder. L'infection par PDF, on est sur quelque chose qui est d'un niveau très haut niveau, et c'est souvent le genre de choses qui va être utilisé chez les professionnels, et notamment les grands groupes, parce que ça demande quand même à avoir des gens, des informaticiens derrière, qui auront vraiment des capacités techniques. Mais en général, on évite d'ouvrir les pièces jointes. Sauf bien sûr, si c'est quelque chose, moi par exemple, Olivier, vous m'envoyez une pièce jointe, moi je vais vous faire confiance. Vous inquiétez pas, moi les macros, elles sont désactivées sur mon poste. Et puis, si jamais j'ai une question ou quelque chose qui est un peu bizarre, eh bien je vous contacterai par un autre moyen. Vous me contactez par mail, eh bien moi je vous contacterai par téléphone. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, les pièces jointes, elles vont libérer des éléments qui sont pas forcément bons pour le PC. Le grand public, on a tendance à appeler ça des malwares. En fait, c'est quelque chose qui va Exactement. travailler sur votre PC, éventuellement voler des données, voler des choses comme ça. Donc ça fait partie du piège, en fait. C'est ça. Ex- D'accord. Exactement. D'accord. Et en tout état de cause, si jamais vous avez cliqué sur un lien, à partir du moment où vous n'entrez ni votre identifiant, ni votre mot de passe, ce ne sera pas un problème. Par contre, D'accord. dès que vous entrez un identifiant, un mot de passe, un code que vous avez reçu par SMS, dès que vous avez une action, là, c'est problématique. En gros, pour se protéger contre l'hameçonnage, je reçois un message. Si on ne demande aucune action de ma part, c'est pas un problème. Si on demande une action de ma part, de cliquer sur un lien ou d'ouvrir une pièce jointe, je dois y réfléchir à 2 fois avant de le faire. Là, ça doit faire sonner une petite sonnette d'alarme. Très bien. J'ai une personne qui dit, est-ce que vous recommanderiez l'utilisation d'alias, d'adresses éphémères pour se défendre contre ça? Ça a un intérêt? Ça a un intérêt. L'intérêt, c'est que quand vous avez une adresse éphémère, cet alias, il ne va être utilisé que pour une chose. Et si jamais on essaie de vous arnaquer, ça viendra par cet alias et vous saurez quel est l'alias qui a été utilisé. Imaginons, moi par exemple, Denis Boyer, j'ai un alias qui est Denis Boyer, arrobas, achat en ligne, quelque chose, et puis tout un lien. Si jamais quelqu'un me répond sur ce mail, il va revenir chez moi, il va me dire, il vous a été envoyé grâce à cet alias. Et je saurai dans le nom qu'il y avait quelque chose qui correspondait à un achat en ligne. Donc je saurai d'où vient ce mail, quel est le vecteur par lequel les escrocs ont récupéré mon mail. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Après, ce genre de solution-là, il faut vraiment avoir l'habitude, il faut savoir tenir aussi un registre entre l'adresse éphémère et la démarche que vous avez fait. C'est quelque chose qui n'est pas trivial. C'est quelque chose qui demande quand même déjà avoir un certain niveau et connaître un peu ce genre de produit. Très bien. Et donc, il y a quelqu'un qui me dit, au cas où le phishing, il paraît qu'on m'entend pas bien, donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Euh, Au cas où le phishing a réussi et où un mot de passe a été communiqué, suffit-il de le modifier immédiatement? C'est en général ce que nous répondent les opérateurs téléphoniques. Eh bien, ils ont bien raison. À partir d'un moment où un mot de passe, où vous vous rendez compte que vous avez mis un mot de passe sur le mauvais site, la première des choses, ça va être de vous connecter sur votre compte mail par exemple, de changer tout de suite le mot de passe. Parce que la durée de vie d'un compte mail comme ça, dès qu'il va être dans les mains, je vous dis, ils vont essayer de le réutiliser. Et si en plus, ce mot de passe a été utilisé à plusieurs endroits, il faudra changer le mot de passe sur plusieurs endroits où vous l'avez utilisé. C'est pour ça qu'un mot de passe doit absolument être unique. Alors, Mais tout de suite, pardon, oui, pardon, excusez-moi. non mais je vous en prie. Donc voilà, dès qu'un mot de passe se retrouve dans la nature, que vous vous en rendez compte, il faut tout de suite le changer. Les mots de passe, on va en parler juste après, mais je voudrais finir. Il y a une question qui est très intéressante.
il y a une personne qui voudrait qu'on revienne sur ce que c'est que la double identification. Parce que moi, je sais que, par exemple, mon adresse email principale, et je suis pas tout seul dans ce cas-là, mon adresse email principale, elle va me servir à réinitialiser tous les mots de passe que j'aurais perdus. Mon compte en banque, je me rappelle plus de mon mot de passe, je clique sur mot de passe oublié et on m'envoie un lien sur mon adresse mail principale pour trouver un autre mot de passe. Donc je me dis que si on arrive à pirater mon adresse mail principale, potentiellement, on va pouvoir accéder à tout, quoi, en fait. Et c'est ça, la double identification, qu'est-ce que c'est? Donc, Alors, je pense que sécuriser son adresse email principale, ça c'est majeur. Ça c'est absolument majeur. la double authentification, elle peut se faire de différentes manières. La première double authentification, un peu entre guillemets, c'est celle quand vous faites vos achats en ligne. Quand vous faites vos achats en ligne, vous recevez un message sur votre téléphone par SMS. Eh bien, cette double authentification fait que si vous n'avez pas le téléphone en main, vous ne recevrez jamais le code. Pour un mail, c'est un peu différent. Il va falloir utiliser une application supplémentaire. Souvent, alors vous avez des choses qui existent comme Google Authenticator, des choses qui finissent par Authenticator. Le principe, c'est que vous activez la double authentification. Souvent, vous avez un QR code à flasher et vous allez avoir une application qui va vous donner un code temporaire à saisir quand vous vous connectez à votre mail. Donc, on rajoute une étape de sécurité, mais au moins, le simple identifiant mot de passe ne suffit pas. On amène un autre élément d'authentification qui est le smartphone. Donc ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Donc la double authentification, notamment pour le mail, c'est indispensable. Et vous avez des applications qui sont faites pour ça. Mais vous inquiétez pas, souvent vos mailers, quand ils vous proposent la double authentification, ils ont une page vous permettant de mettre en place au mieux cette double authentification. Mais effectivement, Olivier, vous avez raison. La première des choses, c'est le mail, et notamment le mail principal. Un escroc qui met la main dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va réinitialiser le mot de passe et ça arrivera directement dans votre mail de contact. Donc, c'est vraiment le compte que l'on doit protéger en priorité. D'accord, très bien. Donc, je suis absolument navré pour mon son qui apparemment n'est pas bon. J'espère que vous arrivez à m'entendre. On va essayer de continuer comme ça. Je voulais vous parler des mots de passe. Vous nous dites qu'il faut donc avoir des mots de passe différents. C'est quoi un bon mot de passe? Un bon mot de passe, à quelle taille et c'est composé par quoi? Déjà, un bon mot de passe, c'est pourquoi faut un bon mot de passe? Alors, avoir un bon mot de passe, mais là, on est en avance, Olivier, sur une des slides qui va Alors, arriver un peu plus tard. on le fera plus tard. On le Donc, fera. donc on va vraiment reparler du mot de passe, parce que s'il y a bien une chose, il y a plusieurs choses qu'on doit faire passer pendant ce webinaire. Le mot de passe, indispensable. On parlera aussi de sauvegarde. On va vraiment parler des choses les plus basiques, celles dont vous allez avoir besoin au quotidien. Et ça, on l'abordera dans la troisième partie. Vous allez reparler de l'arnaque au faux conseiller bancaire après, c'est prévu ou pas? Non, mais par contre, si Alors là, jamais vous avez des j'aimerais questions, qu'on en parle, là, effectivement, effectivement. mhm, Parce que moi, je sais qu'à l'association CLCV, des arnaques aux faux conseillers bancaires, on en a énormément. Et malheureusement, je pourrais continuer à la place des victimes à raconter ce qui s'est passé. Donc, j'aimerais bien qu'on y revienne. Comment ça se fait qu'un pirate peut m'appeler en ayant tout sur moi, en me disant, ben voilà, vous êtes Monsieur Hérault, votre numéro de compte et machin, etc. Je suis votre banque. Demain, vous pouvez confirmer que je suis votre banque en regardant sur votre téléphone, vous allez bien voir que c'est le numéro de votre banque. Comment c'est possible, ça? alors, première des choses, souvenez-vous, la cinquième cybermalveillance, on parlait du vol de données. Et je vais revenir un tout petit peu, hop, ici, je vais remonter, ici. Voilà. La violation de données, plus 82%. Eh bien, en fait, hein, les escrocs, les faux conseillers bancaires, ils ont récupéré des données qui ont pu être volées à France Travail, qui ont pu être volées à Free. Donc, ils ont le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'IBAN. Et après, ils n'ont plus qu'à appeler. Et ils vont dire, bonjour, monsieur Guéraud, je suis le service fraude de votre banque. Vous êtes bien à la telle banque. Votre RIB est bien celui-ci, pour vous mettre en confiance. Donc, ils ont déjà ces informations-là. C'est ça, en fait, le problème. C'est que vous avez confié vos données à un site, le site s'est fait pirater et vos données sont dans la nature. Donc ça, c'est la première accroche. Deuxième chose, l'escroc, pour pouvoir se défendre, il va dire, mais regardez le numéro qui vous appelle,
et vous avez raison de le signaler, c'est bien le bon numéro. Eh bien, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a des applications qui permettent de spoofer, usurper des numéros de téléphone. Donc le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre smartphone n'est probablement pas celui qui vous a effectivement appelé. Et ça, ces dispositifs techniques existent. Et à l'heure actuelle, les opérateurs sont en train de travailler et on va avoir d'ici un an, je pense à peu près, des vraies authentifications et ce genre d'usurpation de numéro de téléphone ne devrait plus avoir lieu. Pour moi, ça n'a que trop duré. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on ne peut pas se fier à un numéro de téléphone appelant. La seule chose à laquelle on peut se fier, c'est que si on reçoit un coup de fil, on ne donne pas d'informations, on dit je vous remercie, je raccroche et j'appelle ma banque avec le numéro que je connais. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exclure le fait qu'il y a vraiment un problème sur votre compte. Mais la meilleure manière, c'est on rapproche, on appelle sa banque en disant est-ce qu'il y a un problème sur mon compte? C'est tout simplement ça qu'il faut faire. Parce que on a une quantité de cas qui est complètement invraisemblable. Les gens se font énormément avoir et malheureusement, on est très démunis par rapport à ça, quoi. Oui, et c'est ça en fait. On doit toujours être vigilant et c'est une vigilance de chaque jour. En tout cas, dès qu'on vous pose une question et qu'on essaie de capter une information de votre part, un identifiant, un nom et d'autres choses, c'est qu'il y a un problème. Donc dans ces cas-là, on ne se fait pas forcer la main, on raccroche et on rappelle soi-même. Et donc, il faut bien comprendre, c'est que le spoofing, ça s'écrit S-P-O-O-F-I-N-G, c'est Tout une à fait. usurpation d'identité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous fier au numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Et ça, c'est jusqu'à présent, on n'a toujours pu le faire. Aujourd'hui, c'est fini. Exactement. Et on sera à nouveau sécurisé, mais d'ici un an. Cette longue année pendant laquelle vous allez devoir être vigilant. Mais après, faut pas changer. Quand on est vigilant une fois, on doit le rester. Et si on Ouais. a les bons réflexes, et notamment le fait de ne pas répondre à quelqu'un que l'on ne connaît pas et prendre la mesure d'authentification, hein, c'est une forme de double d'authentification. Quand vous recevez un appel et que vous allez faire un contre-appel, vous vérifiez que la personne que vous avez eue en face est bien la vraie personne. Très bien. Ben, écoutez, bon, je n'ai pas forcément pu faire face à tout. Euh, il y a une petite question, il y a une personne qui nous demande ce que Free a encouru pour le vol des données alors qu'ils ont l'obligation de les protéger. Ça, c'est quelque chose que l'opérateur voit avec le gendarme en matière de données des personnels, c'est la CNIL. Et en général, c'était étudié très sérieusement et voilà, c'est pas pris à la légère du tout. Voilà. Ils Ben, font ça écoutez, très très bien. ouais, je vous laisse poursuivre votre présentation, Monsieur Boyer, s'il vous plaît. Tout à fait. Alors justement, vous avez bien compris que on devait avoir une certaine attitude et qu'on devait faire très très attention. Ce qui est important en fait, c'est d'être maître de ses réactions. Alors, je vais vous diffuser des petites slides qui permettent justement de reparler des bons comportements. Vous l'avez compris, notamment en matière d'hameçonnage, on essaye de vous faire peur pour vous donner envie de cliquer sur un lien ou d'ouvrir une pièce jointe. Donc là, je vous ai mis 8 attitudes. Méconnaissance, stress, peur, culpabilité. Quelque chose de très négatif. Et de l'autre côté, je vous ai mis curiosité, envie, profit et passion. Donc des choses qui amènent plutôt un côté positif. Eh bien, ces 8 attitudes, ce sont 8 pièges. Ce sont vraiment les émotions qui vont être utilisées par les escrocs pour vous faire cliquer sur des liens. Alors, vous voyez, on pourrait rester sur ces mots-là. Je vous disais que chez cybermalveillance.gouv.fr, on avait 51 nuances de gris. Eh bien, je vous ai mis un petit peu des exemples de choses qui sont liées à chacune de ces attitudes. Par exemple, sur la méconnaissance. Eh bien, nous, on a vu notamment beaucoup d'arnaques à la vignette critère. Dans les territoires, vous avez eu énormément de gens qui ont reçu des SMS disant que bientôt ils n'allaient plus pouvoir circuler parce que c'était devenu une zone ZFE et qu'il allait falloir payer une vignette critère. Il fallait cliquer ici pour recevoir cette vignette critère. La carte vitale, ça a beaucoup marché. Souvenez-vous, avant le confinement et beaucoup pendant le confinement, vous disiez votre carte vitale, il y a eu une mise à jour. Pour la recevoir à domicile, cliquez ici et à chaque fois, on essayait de vous soutirer quelques euros et surtout soutirer vos coordonnées de carte bancaire. La livraison de colis, j'en ai parlé tout à l'heure, vous savez, le fameux colis qui est trop gros pour entrer dans la boîte aux lettres. Le QR code frauduleux, ça on l'a beaucoup vu, notamment dans le sud,
où vous avez des escrocs qui ont mis les QR codes pour payer des parcs-mètres, et en fait, ils ont superposé leurs QR codes sur les QR codes existants. Donc ça tourne autour de la méconnaissance. Le stress, on en a beaucoup parlé, le faux conseiller bancaire, l'échéance de l'abonnement aussi. Ça a beaucoup marché, notamment aussi pendant le confinement. On vous dit, ah bah attention, si vous ne payez pas, vous allez perdre votre abonnement de streaming à telle plateforme de vidéos en ligne, ou vous n'allez plus avoir accès à un certain service. Donc vite payez votre renouvellement d'abonnement. L'avis de contravention, même chose, c'est quelque chose qui repose sur le stress. On stresse les gens pour que vite, ils cliquent sur un lien. La peur, donc ça je vous ai parlé du proche en détresse, hein, vous savez, les gens qui vous disent je suis à l'étranger, j'ai eu un problème avec mon passeport, est-ce que tu peux m'envoyer un peu d'argent? Et surtout, sois très discret. Il y a toujours cette obligation de discrétion. Le faux support technique, on en a parlé, hein, on fait peur avec un virus. La culpabilité. La culpabilité, on a une arnaque qui est assez commune, que vous avez probablement reçue, où on vous dit attention, madame, monsieur, vous êtes allé sur des sites pédopornographiques, c'est très très grave, vous allez être poursuivi. Ça, on l'a beaucoup reçu. Et en fait, on essaie de faire marcher les gens sur la culpabilité. Et nous, j'avais notamment des personnes qui ont envoyé des chèques à des groupements de gendarmerie, non pas parce qu'ils étaient allés sur des sites pédopornographiques, mais parce qu'ils se disaient que leur abonnement avait été piraté et qu'ils ne voulaient pas avoir de problème. Et ils ont envoyé d'emblée des chèques à des groupements de gendarmerie qui étaient mentionnés dans ces messages. Vous voyez, ça c'est beaucoup de choses sur la culpabilité. Le chantage à la webcam aussi, où tout d'un coup vous avez des gens qui vont sur les sites de rencontres et on va essayer de les mettre dans les postures. Ah bah, montre-moi un petit peu ton épaule et puis au fur et à mesure ça va aller. Puis à la fin on va dire bah en fait on a enregistré la webcam. Si vous ne payez pas, eh bien nous on va diffuser ça dans l'ensemble de vos contacts directement sur Internet. Donc ça, on est vraiment sur le côté rouge. Alors vous l'avez bien compris, ça c'est quelque chose qui marche encore, mais maintenant, souvent, quand on essaye de nous stresser, de nous faire peur, on est beaucoup plus enclin à réfléchir en disant oh là là, je comprends pas, là on essaie de me faire peur, donc on s'en méfie. Par contre, on se méfie beaucoup moins de ce qu'il y a sur la partie droite de l'écran. La curiosité, l'envie, le profit, la passion. Et là-dedans, on a beaucoup de choses. Notamment, dans la curiosité, ces fameuses loteries où on vous dit que tout d'un coup, vous avez gagné un iPhone de dernière génération, vous faites partie des 1000 candidats à une loterie sur laquelle vous n'avez jamais cliqué et vous avez gagné le gros lot. C'est formidable. Ça peut être aussi des LED à 1 euro, des choses comme ça. Tout ça, c'est pour donner envie de cliquer pour des choses qui sont plutôt positives. Le smartphone à 1 euro, le profit, ça, l'arnaque à la nigériane. L'arnaque à la nigériane, alors le terme, j'aime pas forcément, mais pourquoi? Parce que c'est énormément d'arnaques qui venaient du Nigeria, où on vous dit que tout d'un coup, c'est un dignitaire étranger qui avait énormément d'argent et il va avoir besoin de vous, notamment pour pouvoir redistribuer cet argent et vous aurez votre quote-part. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps et qui perdure, même si à l'heure actuelle, il y a plus de moins en moins de personnes qui se font avoir. Et le dernier, c'est la passion, l'escroquerie sentimentale. Ça, c'est quelque chose qui fait énormément de dégâts. Il faut savoir que vous avez énormément d'escrocs qui vont parcourir des sites de rencontres et qui vont prendre le temps de discuter avec des gens. Et ça peut commencer sur des sites de rencontres, estampillés comme tel, mais c'est aussi sur WhatsApp. Souvenez-vous, l'arnaque avec le faux Brad Pitt. On a une dame qui s'est fait escroquer une somme monumentale et qui a partagé sa mauvaise expérience. Elle l'a partagé pour dire regardez, quand on va pas forcément bien dans sa vie, eh ben on peut se faire avoir, on peut se faire escroquer, et elle a partagé son expérience. Et malheureusement pour elle, il y a plein de gens qui se sont moqués d'elle, alors qu'elle a eu un courage fabuleux d'expliquer comment elle s'était fait avoir pour que d'autres ne se fassent pas avoir. En tout cas, si ce cas était extrême, eh bien c'est quelque chose qui est très très commun et qui existe sur tous les réseaux sociaux. Donc via WhatsApp, des escrocs qui sont passés pour des stars de cinéma, de la chanson, et qui tout d'un coup disent qu'ils contactent les gens pour rencontrer leurs fans. Et si parmi les sujets, les personnes que vous suivez, bah, il y a votre chanteur, votre chanteuse favori, eh bien vous étonnez pas d'être contacté par un escroc qui va se faire passer pour lui ou pour elle. Et ça marche très bien. Ce sont aussi des gens qui tout d'un coup
vont passer du temps en vous disant ah mais je suis tombé fou amoureux de toi ou avec notre discussion vraiment c'est incroyable, j'aimerais bien pouvoir venir te voir, mais je suis embêté notamment parce que bah, soit j'ai besoin de démarches pour mon passeport si c'est quelqu'un qui est à l'étranger, ou c'est quelqu'un qui va vous dire bah oui mais là j'ai pas beaucoup d'argent donc pour payer le billet de train c'est pas facile. Est-ce que tu pourrais m'envoyer une carte PCS ou à Western Union? Et on revient sur des marqueurs qui permettent de dire que tout de suite on est sur une escroquerie. Et ils peuvent prendre énormément de temps, discuter pendant des heures, revenir sur une semaine, 2 semaines. Vous avez un compte sur Twitter, enfin sur X, qui s'appelle MetaBrouter, qui est quelqu'un qui croque les escrocs et qui se fait passer pour qui attend que des escrocs l'arponnent. Il va essayer de les faire tourner en bourrique pour leur faire perdre du temps. Et souvent, on voit que les escrocs vont loin, 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 très très loin pour soutirer de l'argent. Donc, vous voyez, toutes ces attitudes, ces 8 attitudes, eh bien, ce sont vraiment des pièges. Et pour vous en convaincre, si j'avais vraiment besoin de vous convaincre, je vous ai mis quelques exemples. Alors, j'ai pas mis tous les exemples qui me passaient sous la main, hein. Vous retrouvez, par exemple, à gauche, l'avis de notification fiscale, amende.gouv.fr qui vient d'une adresse en myeducation.com. Amélie, avec pour continuer à percevoir vos remboursements, assurance-maladie.org qui n'a jamais été le site Amélie, infopénalité.com pour une contravention, SFR où on vous dit alors là on fait travailler sur le ressort du gain, vous avez un remboursement. Waouh, si vous cliquez sur compensation-sfr.info, vous allez pouvoir recevoir 52,63 €. Eh bien non, c'est pas SFR, ce sont des escrocs. Le colis. Et moi là-dedans, il y en a deux sur lesquels je vais passer un tout petit peu de temps. C'est celle avec le concours Air France. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Le concours Air France Black Friday. Et en bas à droite, le concours de la fête des rois, de la fête des pères Leroy Merlin. Ces messages-là, ils ont transité non pas par SMS ni par mail, mais par WhatsApp. Ça, ce sont des arnaques qui sont plutôt bien ficelées. Alors, on regarde le nom de domaine, hein, un truc qui finit en .su et le côté en .ru, là c'est la Russie, et là ça va vers la Suède, je crois. Donc, bien sûr, ce sont des arnaques. Mais ça, ce sont des messages qui auraient pu vous être transférés par des amis, des gens que vous connaissez, qui tout d'un coup ont reçu ce message, qui disent waouh, il y a un super bon plan. Eh bien, mon ami Olivier, je vais lui envoyer pour lui en faire profiter. Moi, je pense qu'Olivier, il serait super content d'avoir un barbecue au gaz pour la fête des pères. Et là, vous recevez ce message de la part de quelqu'un que vous connaissez. Mais ça reste une arnaque. Eh bien, ces messages-là, on en a vu plein. Donc, je vous ai mis le barbecue Leroy Merlin et le Air France Black Friday. Mais on a eu la même chose avec des places Euro Disney, avec tout ce genre de choses. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce que vous recevez un message avec un bon plan de la part de quelqu'un que vous connaissez que pour autant ce n'est pas une escroquerie. On doit garder la tête froide et regarder bien le nom de domaine vers lequel ça va et ne pas répondre directement. Si vous voulez répondre à un concours Black Friday de la part de Air France, eh bien vous allez sur le site d'Air France. Vous inquiétez pas qu'ils en font suffisamment de publicité par rapport à ce concours. Mais vous voyez, ce genre de message peut vous arriver de manière tout à fait légitime de la part de quelqu'un qui vous veut du bien. Donc on reste, on fait attention à ça, à ce genre de message pour ne pas se faire arnaquer. Et on va arriver sur une nouvelle partie. Donc si vous avez des questions, on peut en profiter pour en prendre quelques-unes. On a encore un peu de contenu derrière, donc je peux en prendre deux, trois. On vous entend pas, Olivier. Il faut activer votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, alors au niveau des questions, on me parle de l'usurpation d'identité. Qu'est-ce qu'on fait quand on a été victime d'usurpation d'identité? Est-ce qu'il suffit juste... Alors déjà, comment on le sait? Ben, on le sait dès l'instant où vous commencez à recevoir, par exemple, des demandes de paiement de crédit que vous n'avez pas souscrit ou des choses comme ça en général, hein. Et qu'est-ce qu'on fait?
Alors, l'usurpation, effectivement, Olivier, c'est quand on reçoit un premier truc qui vous demande de payer parce que vous êtes visiblement à l'origine, c'est là qu'on s'en rend compte. Et qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, en fait, on va montrer sa bonne foi et on va montrer sa bonne foi comment? En demandant comment le crédit, par exemple, a été souscrit et avec quelle adresse mail. Et on va vite se rendre compte que ce n'est pas votre mail. Et au début, il va falloir écrire avec des recommandés. Et c'est la seule voie, c'est la seule chose qui puisse faire foi. Et on va, bien sûr, surtout, répudier, annuler la pièce d'identité qui a pu servir par les escrocs. La première fois pour monter son dossier, ça va être, c'est ce que je vous disais, ça va être très très fastidieux. Mais une fois qu'on aura monté le premier dossier, il faudra également déposer plainte. Et le récépissé de dépôt de plainte, c'est quelque chose que vous allez pouvoir fournir notamment aux organismes auxquels se seraient adressés les escrocs en se faisant passer pour vous. Mais la seule chose à faire, malheureusement, c'est d'annuler sa pièce d'identité, de déposer plainte, et ça de manière nécessaire, et de monter un dossier. Et malheureusement, c'est quelque chose, il faut bien comprendre qu'il faut prendre le temps, parce que si vous êtes tranquille et que vous avez réussi à montrer que vous n'étiez pas à l'origine de l'ouverture d'un crédit, eh bien peut-être que 5 mois ou 6 mois plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui va essayer de vous contacter en vous disant mais vous n'avez pas fait ceci, vous êtes à l'origine de telle démarche. Et là, vous reprendrez votre dossier en disant moi j'ai déposé plainte pour usurpation d'identité, ce n'est pas moi qui suis à l'origine de tout cela. Montrez-moi une copie de la pièce d'identité qui a pu être utilisée. Vous verrez que cette pièce a été annulée. C'est la seule chose que l'on peut faire, malheureusement. Alors, j'ai aussi autre chose, donc c'est pas tout à fait le même sujet. Il y a plusieurs personnes qui me disent, très bien, vous me parlez des mots de passe parfaits, mais on nous demande, on nous suggère de plus en plus de créer des clés d'identification. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça vaut le coup? Alors, dès que l'identification, là, je ne vois pas Ben, vous savez, il y a le principe. certains sites internet qui vous disent, est-ce que vous voulez que je vous aide à créer une clé d'identification? Moi-même, j'en ai Ah, vu, je sais pas trop ce que c'est, je n'ai jamais dit oui jusqu'à présent. Ah, c'est peut-être avoir un mot de passe qui soit renforcé de manière automatique. Moi, je vous dirais que c'est peut-être ça la clé Oui, je d'identification. pense que c'est ça, oui. Alors, le mot de passe que l'on vous propose depuis un site, moi, je ne suis pas fan du tout. Vous devez garder la maîtrise de vos mots de passe. Faut savoir que le mot de passe, en fait, il transite rarement en clair sur un site, voire même pas du tout. On prend une empreinte de ce mot de passe. Je ne vais pas rentrer dans les choses qui sont un peu trop techniques là-dessus, mais en attendant, le mot de passe, quand on vous propose un mot de passe, eh bien, choisissez votre mot de passe. Et le mot de passe, on va l'aborder dans la partie suivante. Il faut avoir un mot de passe qui soit suffisamment long et unique. Mais ça, gardez la main là-dessus. Utilisez un gestionnaire de mot de passe, mais même chose, on va en parler juste après quand on va faire un focus sur les bonnes pratiques. Voilà. Ne vous faites pas forcer la main et choisissez vous-même votre mot de passe. Je vous laisse entamer le. Bon, imaginons, là on a revu un petit peu quels étaient les bons comportements et comment nos attitudes pouvaient être des pièges. Si malgré tout vous étiez victime, eh bien moi je vais vous donner juste un site, c'est 17 Cyber. 17cyber.gouv.fr, c'est la nouvelle version de notre ancien parcours d'assistance qui était avant sur cybermalveillance.gouv.fr. On s'est rendu compte que pour pouvoir aider le maximum de personnes en ligne, il devait avoir une vie propre. Donc 17cyber.gouv.fr, c'est le guichet unique pour toutes les victimes, qui que l'on soit, qu'on soit un particulier, un professionnel, une collectivité territoriale, peu importe. Le but de ce site, c'est de vous orienter vers le bon guichet. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire en mettant autour de la table la police nationale, la gendarmerie nationale et des guichets qui existaient déjà, comme Pharos, qui permet de faire du signalement en ligne, comme Perceval, qui est un guichet qui permet de lutter contre tout ce qui est infraction, les escroqueries bancaires, Thésée, qui est du dépôt de plainte en ligne, e-enfance. Eh bien, cybermalveillance, en ouvrant et en créant 17cyber.gouv.fr, a créé un site qui permet, alors je vous ai fait, plutôt que de longs discours, je vous ai fait un schéma pour vous dire comment ça marche. En gros, je suis victime. Je vais sur 17cyber.gouv.fr, je vais répondre à des questions et on va mettre un diagnostic. Le diagnostic, c'est de mettre un nom sur la cybermalveillance pour laquelle vous êtes venu. C'est un peu comme quand vous allez chez le médecin. Vous décrivez les effets et il va vous dire, monsieur, madame, en fait, votre problème, votre maladie, c'est ceci. Et derrière, on va donner des recommandations. Qu'est-ce que l'on doit faire immédiatement pour faire cesser cette cybermalveillance ou éviter qu'elle ne soit contaminante? Des fois,
pour pas mal de gens, ça peut suffire. Ils étaient juste à la recherche d'un conseil. Mais si ça ne suffit pas, eh bien nous, on les orientera en fonction de leurs problèmes. Si c'est un problème par rapport à une escroquerie bancaire, on les orientera vers des choses qui existent déjà, et notamment Perceval. On n'est pas là pour réinventer la roue. En fait, 17 Cyber, c'est une grande gare de triage. Les gens ont un problème, on identifie leurs problèmes et on les oriente vers le bon destinataire. Ça Exact. permet de mettre en relation la victime avec le bon dispositif. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui existaient en ligne. Mais souvent, on ne sait pas si on remplit les conditions et pourquoi j'irai plutôt sur telle plateforme plutôt que sur une autre. Eh bien, avec 17cyber.gouv.fr, vous vous laissez porter et emmener vers le bon guichet. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, je vous disais, on a des prestataires référencés. Nous, on permet d'être mis en relation avec 1200 prestataires référencés ou 200 experts cyber. On s'occupe de la mise en relation et après, ça par contre, c'est une prestation qui est payante. Et vous faites affaire ou vous ne faites pas affaire. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais des fois, on peut avoir besoin de quelqu'un pour mettre les mains dans son système d'information. Et enfin, pourquoi ça s'appelle 17 cyber? Eh bien, nous permettons, alors pas dans le cadre des 51 cybermalveillances, mais d'un certain nombre d'entre eux, d'être mis en relation avec un policier ou un gendarme, les forces de sécurité intérieure. Et c'est par chat. C'est pour ça que c'est un 17, un peu comme un appel, mais par chat. Et ces policiers et gendarmes, il y a 50 policiers, 50 gendarmes qui se relaient et qui permettent d'assurer une permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et eux vont savoir par où vous êtes passé, quel diagnostic que vous avez fait, quels sont les conseils qui vous ont été poussés, et ils vont pouvoir vous donner d'autres conseils et vous aider à faire la dernière démarche, la démarche vers la judiciarisation et le dépôt de plainte. En fait, c'est un moyen de pouvoir trouver de l'aide, de trouver aussi quelqu'un qui pourra répondre à votre question. Parce que souvent, on s'est rendu compte que beaucoup de victimes allaient au commissariat ou à la gendarmerie et puis tombaient en face de quelqu'un qui ne comprenait pas le problème et qui ne savait pas les orienter. Eh bien, 17 cyber, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'abord de les mettre à diagnostic, d'avoir des recommandations et de trouver l'assistance qui sera celle dont vous avez besoin. Donc c'est vraiment un dispositif. Il a été ouvert le 17 décembre 2024. Donc là, on va arriver à peu près à un an et je peux vous dire qu'on aura plus de 420 000 demandes d'assistance telles qu'on l'avait avant sur notre ancien parcours d'assistance. C'est vraiment quelque chose qui permet de ne pas laisser les victimes sur le côté de la route. Et c'est vraiment indispensable. Donc voilà, souvenez-vous, si vous êtes victime, ce qui peut arriver à n'importe qui, souvenez-vous de 17cyber.gouv.fr. C'est vraiment le guichet unique pour l'ensemble des victimes. Et on va arriver sur une nouvelle partie où là, on va faire un focus sur les pratiques essentielles et notamment reparler du mot de passe. Je peux prendre quelques questions. Je ne sais pas si Alors, vous en avez. peut-être que vous allez en parler après, mais il y a deux personnes qui me parlent de Windows 10 et qui me disent qu'est-ce qu'on risque à continuer à utiliser Windows 10 pour lequel on ne va plus avoir de mise à jour. Mais peut-être que vous allez en parler après. Alors, je ne vais pas forcément en parler après, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer avec Windows 10? Windows 10 qui n'est plus mis à jour, eh bien, ça veut dire que vous vous retrouvez avec un système d'exploitation qui n'est plus à jour. Et la première des choses que l'on doit faire pour l'ensemble de ces programmes et encore plus pour son système d'exploitation, c'est qu'il faut absolument qu'il soit mis à jour. Il faut savoir que tous les jours, vous avez des failles qui sont trouvées par les pirates, mais aussi par les professionnels. Et ces failles, quand elles sont dans la nature, elles permettent d'avoir des élévations de privilèges, de prendre la main des fois sur l'ordinateur, et donc d'utiliser parfois votre ordinateur comme ordinateur zombie. Donc un système qui n'est plus à jour, c'est un système qui est faillible. C'est comme votre téléphone. Votre téléphone, vos programmes, votre Windows, il faut toujours qu'il soit à jour. Donc si vous ne le mettez plus à jour, c'est-à-dire que vous allez ouvrir des failles sur votre ordinateur. Donc c'est problématique. Et je sais qu'en plus de ça, il va falloir, ça a un coût. Donc, on est obligé de passer par là si on veut avoir un système à jour. L'autre solution, alors je sais que c'est pas forcément c'est quelque chose qui peut faire peur, c'est de passer à des systèmes libres. Par exemple, mon ordinateur, que ce soit celui du bureau ou à la maison, moi, il fonctionne sous Linux. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un produit qui est open source, qui est libre.
Je ne suis pas là pour faire la promotion, et vous l'avez rappelé, Olivier, en début de webinaire, de tel ou tel système en disant c'est mieux que ceci. En tout cas, Linux, et vous avez plein de versions qui existent. Hein. Vous avez une version grand public qui s'appelle Ubuntu. Moi, c'est ce que j'ai installé chez ma mère. Ma mère qui va fêter l'année prochaine ses 80 ans. Eh bien, elle utilise Firefox, elle utilise Chrome, elle utilise Thunderbird pour ses mails, elle utilise VLC pour voir ses vidéos. Et dans ses besoins de tous les jours, alors effectivement, c'est pas Windows Office, mais c'est LibreOffice qui permet de faire des courriers et ça lui permet de travailler. Donc c'est peut-être une piste à explorer et je vous conseille dans ces cas-là de voir auprès de quelqu'un qui pourra vous accompagner si c'est quelque chose qui est problématique. En tout cas, un Windows 10 qui ne sera plus mis à jour, c'est une vraie faille de sécurité. Et autre chose par rapport à Windows 10, faites très attention à tous ces messages qui vous disent gratuitement, vous allez pouvoir passer à Windows 11, cliquez ici, télécharger tel petit exécutable qui vous permettra de faire la migration. C'est le meilleur moyen de s'infecter avec un malware. Donc quelqu'un qui vous propose une mise à jour gratuite contre rien du tout, ça sent l'arnaque. Monsieur Boyer, Windows 10 qui n'est plus mis à jour, c'est dangereux. Même si on a un bon antivirus, ça ne change rien. Alors l'antivirus va permettre de réduire les risques, mais vous aurez toujours les failles sur votre ordinateur. Et il y a des choses qui ne passeront peut-être pas, qui permettront notamment aux pirates de bypasser l'antivirus, de passer par-dessus l'antivirus ou de ne pas se faire détecter, parce qu'ils vont taper directement sur la faille. Donc un Windows 10 à jour, c'est une vraie faille de sécurité, une D'accord, très grosse bien. faille. Et peut-être une dernière question avant de vous laisser continuer. Quelqu'un qui me dit et qui me demande, sur l'ensemble des adresses email en France, quel est le pourcentage d'adresses email piratées? Est-ce que vous avez cette information-là? Non, ça c'est le genre de choses qu'auront les opérateurs de messagerie. Il faut faire très attention à des chiffres et à ce type de pourcentage. Moi, j'en ai utilisé en début de séance, mais ce sont sur des choses qui seront vérifiables. J'entends lors de conférences des gens qui disent l'escroquerie, la cyberdélinquance, ça représente 150, 200, 1100 milliards par an. Faites très attention, ce sont des chiffres qui ne reposent sur rien, qui sont des projections. Et des fois, ce sont des chiffres que l'on voit nous traîner depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, où on nous dit par exemple que une entreprise, deux entreprises sur trois, au bout de 5 ans, suite à un rançon logiciel, ferment les portes. Ça repose sur des études, même pas des études, sur des choses qui ont été souvent utilisées par les éditeurs pour faire un peu de buzz et qui sont repris 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard. Donc on fait très attention à ce genre de chiffres. Et alors, la dernière, après, je vous promets. Est-ce que le Mac est plus protégé que Windows en ce qui concerne les failles de sécurité, les virus et tout? Comment ça se passe? Alors, il faut savoir que quand vous parlez d'Apple, de Mac, derrière, en fait, vous avez une base Linux qui existe. Et c'est D'accord. la base de l'un des Linux qui sont les plus sécurisés, qu'on appelle BSD. Et en fait, derrière, vous avez Apple qui a redéveloppé des couches graphiques et d'autres processus, mais c'est un Linux. L'intérêt d'un Linux, c'est que souvent, vous êtes sur des choses qui sont assez sécurisées et qui ne sont pas vraiment atteintes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de malware sous Linux, mais il y en a très très peu. Et souvent, les pirates, ils essayent de faire de la masse. Et la masse des gens se trouve sous Windows. Donc, ils vont avant tout focaliser leur attention sur les plateformes Windows. Et même chose, il faut savoir que sur les plateformes Linux, il y a des mécanismes d'authentification et de sécurité qui permettent très peu de virus. Et ce sont des systèmes qui sont mis à jour parce que souvent, ce sont des systèmes qui sont open source. Donc, quand vous êtes sur un Mac, quand vous êtes sur un Linux, souvent vous êtes plus sécurisé par rapport à cette plateforme, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de virus. Il en existe. Et que souvent, quand on est notamment sur tout ce qui est plateforme Apple, les virus qui sont développés, ce sont des virus qui sont, on va dire, VIP. Parce que les gens qui ont la capacité d'acheter un Mac, un beau MacBook Pro et tout ça, eh bien, ça veut dire qu'ils ont déjà une certaine aisance financière que n'auront pas les autres. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Je vous laisse passer à la partie suivante. Mais merci beaucoup. Donc, on va faire un petit focus, parce que c'est toujours bien de faire des piqûres de rappel. J'en ai déjà parlé avant, mais là, on va prendre un petit peu de temps. La première des choses, le mot de passe. Alors, justement, le mot de passe, c'est vraiment, vous l'avez compris, c'est un peu l'alpha et l'oméga en matière de sécurité. C'est quelque chose qui doit être unique par service. Vous avez bien compris,
par rapport à tout ce que j'ai pu dire, si jamais un site internet se fait pirater, vous pouvez vous retrouver avec peut-être pas des mots de passe, mais des empreintes de mots de passe dans la nature. Et les escrocs, ils vont essayer de réutiliser tout cela pour se connecter à votre lieu et place. Pour pouvoir avoir de la sécurité, donc le mot de passe doit être unique. Et ça, c'est absolu. Il doit être long et complexe. Pourquoi? Parce que quand on a un mot de passe qui est court, les pirates vont faire des attaques par dictionnaire. Donc les mots les plus communs, ils vont faire des petits mélanges en rajoutant des chiffres un petit peu à droite, un petit peu à gauche, genre passe 1, 2, 3, 4, 5. On a l'impression que c'est suffisamment long, mais ça, avec un dictionnaire de mots de passe, ça tombe très très vite. Il doit être donc long et complexe. Long et complexe, ce sont les règles souvent qu'on vous demande lorsque vous générez votre mot de passe. Il faut des lettres majuscules, des lettres minuscules, des chiffres, un ou plusieurs caractères spéciaux, et il doit être suffisamment long. En gros, on peut par exemple imaginer que je travaille au sein de CLCV. On pourrait imaginer ça. Eh bien, je pourrais commencer en mettant un point d'exclamation CLCV en majuscule, euh, 4 pour le chiffre fort en anglais. Je peux rajouter par exemple un mot anglais, ever. Ensuite, je rajoute un point d'exclamation et je rajoute un autre mot derrière que moi seul je connais. Et bien là, je viens de générer un mot de passe qui est suffisamment long et complexe, qui a plus de 12 caractères. Savoir que 10 caractères, c'est le minimum. Le mieux, à l'heure actuelle, l'état de l'art, c'est plutôt 12 caractères. Donc, vous voyez, on a des mots de passe qui sont suffisamment longs et complexes et non devinables. On évite les infos personnelles dedans, les prénoms, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et souvent, on me dit, mais bah, vous êtes gentil, monsieur Boyer, mais moi, les mots de passe, j'utilise combien 15, 20, 30 services en ligne différents. Ça, à titre personnel, je fais la même chose au niveau du boulot. Alors, les mots de passe longs, uniques, complexes, bah, vous êtes gentil, mais moi, je ne peux pas tout le temps m'en souvenir. Eh ben, je vous dirais, c'est normal. Et moi non plus, je ne me souviens pas de tous mes mots de passe. Je me souviens d'un mot de passe qui est suffisamment important pour moi, c'est celui de mon mail, celui qui permet de réinitialiser mes mots de passe. Et après, eh bien, comment je fais pour pouvoir m'en souvenir? Eh bien, j'utilise à titre personnel, chez moi, un carnet de mots de passe que je vais partager avec ma femme, notamment. Et ça, c'est un truc qui peut être une pratique. Moi, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir en conférence qui m'a dit, bah, écoutez, moi, je me suis retrouvé bien, bien dans les problèmes. Mon mari est décédé et ben, j'ai jamais pu accéder à ses comptes, ses réseaux sociaux en ligne. J'ai jamais pu accéder à l'ensemble des comptes. Et moi, je le vois toujours quand je suis sur les réseaux sociaux. Il y a plein de démarches que j'ai pas pu faire parce que c'est lui qui était titulaire. Donc, le carnet de mots de passe, je dis bien à la maison, dans un endroit pas à disposition, pas sur le bureau, c'est quelque chose qui peut remplir cet office. Mais moi, je tendrais beaucoup plus vers un outil qui est moderne, c'est le gestionnaire de mots de passe. Le gestionnaire de mot de passe, c'est un coffre-fort. Un coffre-fort que vous allez pouvoir, dans lequel vous allez pouvoir mettre vos identifiants et vos mots de passe et que vous allez pouvoir ouvrir en utilisant un mot de passe suffisamment long et complexe. Donc en gros, vous allez avoir deux mots de passe à vous souvenir, celui de votre mail, toujours, et celui de votre trousseau. Et dedans, vous allez mettre vos identifiants et vos mots de passe. L'intérêt de ce gestionnaire, c'est que vous allez même pouvoir générer des mots de passe suffisamment longs, complexes et pour le coup vraiment uniques, qui vont satisfaire des conditions avec plein de caractères spéciaux, des chiffres, des lettres. Il y aura la longueur, il sera sécurisé. Et vous n'avez pas forcément besoin de le connaître. Vous ouvrirez votre gestionnaire de mots de passe et vous pourrez vous authentifier sur votre site. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, le gestionnaire de mot de passe. Et habituellement, je ne fais jamais de publicité. Il y en a un que je vais vous conseiller, qui est gratuit, qui est multiplateforme, aussi bien Windows, Linux que Apple, que sur Mac. Et il s'appelle KeePass. Keepass. Vous pouvez le joindre sur keepass.fr, keepass.fr, qui mène vers keepass.org. C'est un produit qui est gratuit. C'est un produit qui, en même temps, a fait l'objet aussi d'une analyse en matière de failles de la part de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a dit que le système cryptographique et de chiffrement qui était utilisé pour refermer le coffre était suffisamment robuste. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Et il en existe d'autres.
d'autres marques qui sont payantes et qui permettent d'avoir, par exemple, une copie sur un cloud de son fichier chiffré pour pouvoir le récupérer et qui amènent souvent d'autres fonctionnalités que KeePass qui parfois n'est pas forcément évident au premier usage. Mais ça, c'est quelque chose qui vous permettra d'avoir des mots de passe suffisamment longs et uniques. Et bien sûr, la double authentification. Qui passe, oui, qui passe, KEEPASS.org ou .fr, souvent qui va vous permettre de télécharger en ligne. Donc ça, le mot de passe, c'est vraiment l'alpha et l'oméga en matière de sécurité. La deuxième chose, c'est la sauvegarde. On a tous plein de données que l'on stocke sur nos téléphones, sur nos ordinateurs et tout ça. Et on stocke énormément de photos, des photos de famille, ce genre de choses. Eh bien, on doit sauvegarder l'ensemble de ces données. Et pour pouvoir la sauvegarder, il y a une règle qui est assez simple. Une donnée, pour qu'elle soit sauvegardée, elle doit être présente en 3 endroits. La première chose, c'est par exemple l'ordinateur sur lequel je travaille. Plus 2 jeux de sauvegarde. Un qui va être par exemple en ligne, ça peut être un cloud. Et le deuxième jeu de sauvegarde, une sauvegarde déconnectée sur une clé USB ou un disque dur. Donc voilà, une donnée, pour qu'elle soit préservée, elle doit être présente en 3 endroits, 2 sauvegardes, dont une déconnectée. Si vous avez cet usage-là, eh bien, si jamais vous avez un problème, que ce soit une attaque par rançon logiciel, ce que je ne vous souhaite pas, ou alors une casse de votre matériel, eh bien, l'ensemble des documents qui sont importants pour vous seront sauvegardés. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et qu'est-ce qu'on sauvegarde? Sauvegarde les photos, les documents importants, toutes les choses auxquelles vous accédez habituellement, et bien sûr votre KeePass. Donc ça, c'est vraiment important. Et quant à la donnée qui est déconnectée par clé USB, quel est son intérêt? Eh bien, si jamais votre ordinateur venait à être chiffré et que vous ayez une synchronisation en ligne, ça veut dire que les fichiers qui seraient sur votre sauvegarde risqueraient d'être chiffrés eux aussi. Avec la sauvegarde déconnectée, ça n'arrivera pas. Et c'est quelque chose, une fois qu'on a fait sa sauvegarde, on déconnecte le support et on le garde de côté. Et ça, on n'est pas obligé de le faire tous les jours. Il faut avoir en fait une habitude. Vous pouvez vous dire, tiens, par exemple, tout le 15 du mois, je pense à faire ma sauvegarde. Et vous réécrasez votre sauvegarde en vous disant, c'est bon, je suis sécurisé. Cette sauvegarde, elle peut se faire également sur un fichier, sur un disque réseau, qu'on appelle souvent un NAS, qui permet de faire de la sauvegarde sur son réseau. Et vous avez plein de choses comme ça qui peuvent être utilisées. En tout cas, la sauvegarde, c'est ce qui vous servira si jamais vous êtes soit victime d'une attaque, soit que vous ayez une casse matérielle. Et c'est indispensable. Et bien sûr, et c'est l'objet de ce qui est marqué en bas, on teste leur restauration. Parce que si vous sauvegardez sur un support et que la sauvegarde est mal faite, le jour où j'espère que ça n'arrivera pas, mais le jour où vous en avez besoin, eh ben, ça ne servira à rien. Donc voilà, la sauvegarde, c'est vraiment quelque chose qui est important. En tant qu'utilisateur, en tant que grand public, on sauvegarde directement ces fichiers. Pour les professionnels, il existe des sauvegardes incrémentielles où ils vont juste sauvegarder le différentiel, les fichiers qui ont été changés. Il existe aussi des outils et souvent des choses que vous allez pouvoir trouver dans les solutions antivirales où on vous propose de faire un backup, de faire une sauvegarde. Donc ça, c'est le genre de choses, en tout cas, que vous devez faire parce que posez-vous la question, si mon ordinateur a un problème matériel, un disque dur par exemple qui casse, est-ce que je peux retrouver mes fichiers? Si la réponse est non, c'est que vous avez un trou dans la raquette et qu'il va falloir agir pour justement ne pas avoir de problème à l'avenir. C'est une assurance en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Dans les mesures essentielles de sécurité, et là justement je vais aborder les antivirus. Les antivirus. Les antivirus, pourquoi faire? Eh bien, c'est pour éviter souvent des attaques par rançon logiciel, du vol de données, des machines zombies. Une machine zombie, c'est une machine qui est infectée par un virus et qui va être utilisée comme rebond pour les pirates et il va avoir en fait la main et vous vous rendez compte de rien sur votre machine pour aller attaquer un autre site ou pour utiliser votre machine comme proxy, c'est-à-dire qu'il se connecte à votre machine et depuis votre machine, il va sur un site pour faire ses bêtises. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très transparent. Le seul effet de bord souvent que l'on peut avoir, c'est une machine qui ralentit plus que de mesure. Ça peut être aussi, par exemple, l'utilisation de votre machine pour générer du Bitcoin.
pour rechercher, pour faire des calculs de manière massive. Votre machine, qui allait bien, tout d'un coup, elle marche de moins en moins bien. Alors les vecteurs, ça peut être la pièce jointe ouverte, ça peut être le fait d'aller sur des sites où on vous propose des cracks pour des logiciels. On vous propose un logiciel qui génère une clé permettant d'accéder à votre Adobe Photoshop Suite qui habituellement coûte 990 euros et qu'on vous propose gratuitement. Ça, ce sont les gros vecteurs d'infection par les virus. Eh bien, pour pouvoir se protéger de tout ça, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on utilise un antivirus. L'antivirus sur son ordinateur, mais on n'oublie pas également l'antivirus sur le smartphone. Un smartphone, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur. C'est un ordinateur portable, portatif, ce que vous voulez, mais vous avez aussi des logiciels malveillants qui existent. Donc votre smartphone, vous le mettez à jour, vous mettez un antivirus dessus, et ça vous amènera une protection. Alors attention, hein, ce n'est pas une protection qui est absolue. L'antivirus, souvent, se déclenche à partir du moment où il a une base de signature qu'il connaît. Alors vous avez certains antivirus qui vous proposent de regarder le côté comportemental. Alors il y a des choses qui se font là-dessus, je ne ferai pas de benchmark, de comparatif entre les différents antivirus, mais il existe à minima des solutions gratuites qui souvent ont pas mal de bonnes performances, et vous avez aussi des solutions payantes qui souvent vont vous amener d'autres choses avec. Le fameux coffre-fort de mot de passe, ou le coffre-fort de documents, ou le VPN, ou plein d'autres choses. Donc en tout cas, gratuit ou payant, la seule chose qu'il faut se dire, c'est qu'il faut avoir un antivirus. Et bien sûr, ça n'empêche pas pour autant d'avoir le bon comportement et de mettre à jour sa machine. Donc vous avez compris les trois choses, hein, les trois règles, hein. Le mot de passe, la sauvegarde, l'antivirus. Et normalement, si vous avez les bons comportements, j'aurais dû même mettre les mises à jour. Normalement, ça devrait mieux se passer. Et je peux en profiter pour prendre quelques questions. Monsieur Boyer, effectivement, je vais avoir deux questions pour terminer parce que ça a été très intéressant et très dense. Et en fait, il y a deux questions qui reviennent assez souvent. Vous avez parlé du cloud. Les gens disent, mais le cloud, comment on choisit? Est-ce que c'est sécurisé? Comment on fait par rapport au cloud? C'est vrai que ça nous est proposé partout. Et la deuxième et dernière question, j'ai un intervenant qui voudrait avoir votre avis sur le VPN. Voilà. Et ce sera les deux dernières questions. Eh bien, très bien. Alors, le cloud, en fait, vous avez plein de fournisseurs cloud. Moi, je vous dirais qu'il faut aller vers quelque chose qui est renommé. Donc, même chose, je ne citerai pas de marque, hein, mais vous avez souvent des offres qui sont plutôt renommées, et des fois qui peuvent vous être proposées en combo avec votre opérateur Internet. Donc voilà, ça peut être pas mal. Même chose sur le cloud, on ne met pas non plus n'importe quoi. On ne va pas mettre un fichier en clair avec ses mots de passe, parce qu'on se dit que c'est peut-être quelque chose qui peut être compromis. Et la confiance auquel on peut avoir, c'est la confiance qu'on a dans le produit. Maintenant, il existe des offres cloud qui vous permettent d'ouvrir sur cette partie, sur ce nuage, à un espace qui est chiffré, dans lequel vous allez mettre vos documents, et tout d'un coup, quand c'est fermé, on a quelque chose qui est complètement chiffré. Ça, souvent, vous avez un outil qui vous permet, un décryptor, qui vous permet d'accéder à votre cloud et de déchiffrer ce que vous allez mettre en ligne. Donc ça amène une sécurité supplémentaire, et c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, notamment dans le milieu professionnel. Donc voilà, le cloud. En fait, le seul intérêt du cloud, souvent, c'est d'avoir quelque chose qui permet de synchroniser de manière immédiate vos sauvegardes. Et c'est ce que l'on recherche souvent, c'est d'être sûr que l'on ait une sauvegarde. Les clouds sont-ils souverains en termes de données et de propriété intellectuelle, comme Google Drive et ainsi de suite? C'est une bonne question. Il faut savoir que moi j'aime bien les solutions souveraines, parce que quand on a des solutions qui sont notamment des solutions américaines, il y a ce qu'on appelle le Cloud Act, qui permet notamment d'avoir une extension de sa zone de territoire dans les produits qui sont fournis par ce genre de compagnie. Donc, on préférera peut-être une solution souveraine. En attendant, si ce sont des choses qui ne sont pas problématiques, en soi, c'est pas un souci d'avoir une sauvegarde de choses qui ne sont pas des choses sensibles. Ce qui est vraiment sensible,
Ce sont vraiment, vous l'avez compris, tout ce qui est mot de passe, des données sensibles, où là, en général, on évitera d'avoir une sauvegarde sur un cloud. Et sur des noms en tête, ben non, Maxime, je vous donnerai pas de produit, Non, malheureusement. on ne peut pas. Le VPN. Il n'a pas répondu. Oui, je vais répondre tout de suite. L'utilisation de la VPN. Le VPN, en fait, il existe de deux formes. On parle de VPN dans le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel, quand on se connecte au VPN, ça vous permet, vous, à votre machine, de se connecter au réseau d'entreprise comme si vous étiez branché par un câble. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le VPN d'entreprise. Et on a le VPN particulier. Et ça n'a rien à voir. En fait, vous avez une technologie qui permet à votre ordinateur de se connecter à un serveur avant de se connecter ailleurs. C'est pour ça que les deux sont appelés VPN. Mais quand on est un particulier, qu'on se connecte via un VPN, ça veut dire qu'en fait, le site sur lequel vous allez aller n'aura pas votre adresse IP d'origine, puisque vous allez passer par ce qu'on appelle un serveur mandataire. C'est un peu un rebond. C'est vous vous connectez et lui vous transmet jusqu'au site sur lequel vous devez aller. Donc le site sur lequel vous allez n'a pas votre adresse IP. Est-ce que ça met de la sécurité? Dans le cadre d'un surf, pourquoi pas? Ça peut permettre à certains de contourner des protections sous le téléchargement illégal, pourquoi pas? Par contre, se connecter via un VPN sur votre messagerie, je vous dirais, eh ben, soyez bien sûr du service VPN que vous utilisez. Parce que quand on se connecte via un VPN, en fait, on va utiliser un tiers de confiance qui, lui, va voir les choses passer. Alors, c'est pas aussi trivial que ça, parce que quand on se connecte sur un site, on est en HTTPS, donc normalement, tout est chiffré. Mais pour autant, vous passez quand même par quelqu'un. Donc, il faut avoir confiance dans ce VPN. Donc, dès que vous voyez un truc offre VPN gratuit, ça sent pas très très bon. Et même chose, on peut l'utiliser. Mais je vous dirais, si vous connectez à votre messagerie, n'utilisez pas de VPN et connectez-vous directement à votre messagerie. Le VPN pour un particulier, à part peut-être pour le téléchargement illégal, il n'y a pas forcément d'intérêt. Eh bien, écoutez, Monsieur Brouillet, merci beaucoup. Alors, je vais redonner encore une fois l'adresse email à utiliser si vous voulez qu'on vous envoie le support de ce webinaire. Donc, l'adresse email, c'est CLCV, donc Claude Laurent Victor, Claude Laurent, Claude Victor, clcv.org, O-R-G. Alors écoutez, notre webinaire se termine. Je remercie Monsieur Denis Boyer pour son intervention très complète et vraiment j'en profite pour vous inviter à aller régulièrement consulter le site internet cybermalveillance.gouv.fr. C'est un site internet qui fait énormément de pédagogie, qui vous explique comment ne pas tomber dans les pièges et malheureusement par les temps qui courent, c'est extrêmement précieux. Donc un grand merci à Monsieur Denis Boyer. Merci à Cathy qui est notre journaliste, merci à Maguette qui est notre webmaster, et puis merci à vous tous pour votre présence, pour vos nombreuses questions. Je suis dans les temps pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère qu'elles seront le plus loin possible de toutes les cybermenaces. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au Bonne soirée à revoir. tous et merci à tous et à tous. Merci. À bientôt. Au revoir.